Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Éric Fassin. Bonjour Pierre Jacquemin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le tout premier invité de l'année 2019. Il y a tant de choses à raconter depuis la fin de l'année dernière en tout cas. On vous a assez peu tendu, voire pas du tout, depuis le début de la crise des Gilets jaunes. Pourquoi ? La première raison, c'est que pendant longtemps, j'ai été comme beaucoup de gens, c'est-à-dire j'ai eu un peu du mal à interpréter. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, quel sens politique ça peut avoir. Et j'ai parfois le sentiment que si on se précipite pour commenter, on risque d'avoir une sorte de projection de ces fantasmes politiques, de ces préjugés, de classe, etc. Donc plutôt que de dire des bêtises, j'ai préféré me taire. Il y a aussi un deuxième élément, c'est que, à la différence de beaucoup d'intellectuels de gauche, je garde une réticence qui n'est pas tant par rapport aux Gilets jaunes eux-mêmes que par rapport aux conséquences que tout cela risque d'avoir. Donc j'ai une inquiétude, qui n'est pas un jugement sur le mouvement, ni sur les gens qui soutiennent ce mouvement, mais sur ses conséquences. Vous diriez qu'il y a eu beaucoup de mépris autour de ce qu'a été au départ de cette mobilisation ? Bien sûr, il y a eu du mépris, il y a eu aussi des méfiances politiques justifiées, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'incidents, lorsqu'on ne savait pas encore trop comment interpréter. Il y avait aussi des gens qui étaient quand même assez marqués à l'extrême droite. Donc il y avait de bonnes raisons de se poser des questions. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il fallait condamner tout un mouvement en raison de certains éléments, mais il était légitime, et il reste légitime, de se poser des questions. Après tout, c'est ça le travail intellectuel. C'est pas simplement de se rallier ou de s'opposer, mais c'est aussi d'essayer de se donner des éléments de réflexion. C'est un mouvement de gauche, les Gilets jaunes ? Je crois que ça n'est pas forcément un mouvement ni de droite ni de gauche. C'est ça peut-être la caractéristique. Moi j'ai été frappé en regardant les tentatives que beaucoup de gens ont faites d'interpréter ce mouvement, de l'usage qui est fait de l'histoire. L'histoire, elle sert aujourd'hui principalement soit à dire c'était pas bien puisque c'est un peu comme les poujadistes, ou bien c'est comme d'autres mouvements boulangistes ou que sais-je, ou bien, à l'inverse, on va dire, c'est un mouvement positif, puisque ça nous rappelle la Révolution française, ou bien la Commune, etc. Je crois qu'il faut voir les limites d'une telle approche. La première chose, c'est que c'est une approche historique qui considère que l'histoire, c'est du passé. Or, en fait, on a des références historiques proches. Et ces références historiques proches, la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est qu'on peut les chercher pas seulement en France, mais ailleurs. On a une sorte de vision française de l'histoire, qui nous amène à regarder les Gilets jaunes principalement au prisme de l'histoire française. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on redouble en quelque sorte la logique proprement nationale de ce mouvement. Regardons ce qui s'est passé récemment. Récemment, c'est par exemple 2013. En 2013, en France, on a le mouvement des bonnets rouges. Il est étonnant qu'on n'y fasse pas plus référence aujourd'hui. C'est entre autres, bien sûr, parce que les perspectives ont changé, c'est-à-dire que ceux qui condamnaient comme des nigauds ces manifestants bonnets rouges, eh bien aujourd'hui sont beaucoup plus bienveillants à l'égard des Gilets jaunes. Donc on n'a pas trop envie de revenir sur ce mouvement qui était quand même assez comparable, au moins sur son point de départ, l'écotaxe, c'est-à-dire les transports et l'écologie. Et si on compare maintenant avec l'Italie, eh bien on s'aperçoit que le mouvement des fourches, également en 2013, eh bien, ça joue un rôle important parce que c'est également un rejet de la classe politique et c'est également à partir de questions telles que les transports, les impôts, etc. Enfin, et moi j'étais au Brésil au mois de décembre, c'est-à-dire quelques semaines avant l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro, eh bien, 2013, c'était aussi le Brésil. Et le Brésil, c'était un mouvement social qui était parti de questions d'autobus et qui s'était développé, qui avait eu une assez grande importance et qui était vu avec des sentiments mêlés, mais aussi avec un regard bienveillant par la gauche. Aujourd'hui, et c'est ce qui me frappait, tous les gens qui au Brésil me parlaient des Gilets jaunes, eh bien ils me disaient que ça leur rappelait ce qui s'est passé en 2013. Et ça leur rappelait aussi les conséquences. Donc les conséquences, c'est quoi ? C'est que quand on regarde le Brésil ou quand on regarde l'Italie, on a le sentiment qu'il y a eu deux choses qu'on retrouve en France. Premièrement, un rejet de l'opposition droite-gauche, et deuxièmement, un rejet de la représentation. Représentation par les syndicats ou par les partis. Mon sentiment, qui est nourri un peu de cette double référence au Brésil et à l'Italie, mon sentiment,
c'est que lorsqu'on rejette l'opposition entre droite et gauche, et lorsqu'on rejette la représentation politique, eh bien ça finit rarement à gauche. Je crois qu'on a de ce point de vue-là peut-être une indication dans les sondages pour les élections européennes. Qui, semble-t-il, pour l'instant, bénéficie dans les sondages de ce mouvement? Eh bien c'est le Rassemblement national et lui seul. Il ne suffit pas de soutenir les Gilets jaunes pour bénéficier de ce contexte. Et alors que doit faire la gauche dans ce contexte justement pour faire en sorte que l'extrême droite ne tire pas profit justement de cette mobilisation? Alors ça n'est pas facile et c'est une des raisons pour lesquelles j'hésite à intervenir, puisque au fond, quand on n'a pas de bonnes solutions à proposer, ça rend prudent et ça rend modeste. Je dirais d'abord que ça mérite une réflexion. Comment se fait-il, par exemple, que le mouvement des Gilets jaunes rencontre une sympathie beaucoup plus large que le mouvement contre la loi travail? Pourquoi un mouvement de gauche... Dans l'opinion? Dans l'opinion, d'après les sondages, voilà. Donc, on a beaucoup de gens qui sont favorables aux Gilets jaunes depuis le début. Il y en a moins aujourd'hui, bien sûr, mais on était parti, en gros, de 3/4. Il n'y a pas 3/4 de gens de gauche en France. Et le mouvement contre la loi travail, c'était plus près de 50%. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gauche a du mal à mobiliser. Ce n'est pas simplement les syndicats, c'est la gauche. Donc je crois que ça demande une réflexion. Pourquoi, effectivement, sur les questions populaires, on n'a pas... puisque, bien évidemment, les classes populaires soutiennent beaucoup plus fortement que les classes aisées ce mouvement. Pourquoi la gauche n'y arrive pas? Et manifestement, on peut dire c'est parce que la gauche est devenue social-démocrate, c'est parce que, après avoir été social-démocrate, elle est devenue néolibérale. On peut dire ça, mais on voit bien que la gauche qui essaie de rompre avec ça, la gauche populiste ou la gauche, l'extrême gauche, eh bien, n'en bénéficie pas particulièrement. Ça nous pose des questions. Vous citiez le mouvement des Forconi, justement, en Italie, qui est devenu plus tard le mouvement de 5 étoiles, qui a fait une alliance, une coalition gouvernementale pour diriger le pays avec l'extrême droite. Une situation comme celle-là est souvent comparée à ce qui pourrait arriver en France. Vous pensez que c'est possible en France, une situation similaire? Finalement, les Forconi, c'était un mouvement antifiscal aussi, de la même manière que le mouvement des Gilets jaunes est né sur la question fiscale. Comme une de mes intentions, c'est d'éviter de dire des bêtises, j'éviterai de faire des pronostics. Je dirais simplement que, à mon sens, refuser l'opposition entre la droite et la gauche et refuser la représentation politique, c'est rarement quelque chose qui finit à gauche. Le fait que Jean-Luc Mélenchon refuse le terme de gauche et aujourd'hui s'identifie au peuple, s'en réfère au peuple, ça participe de cette ambiguïté justement. Hier, il y avait un sondage dans le JDD qui était complètement surréaliste, qui était assez malhonnête d'ailleurs, et qui interrogeait les Français pour savoir s'ils étaient pour ou contre une fusion FN-RN, FI, France Insoumise, Rassemblement National. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à cette confusion-là? Je crois qu'il est absurde de renvoyer dos à dos le Rassemblement National et la France Insoumise. Quand on regarde non seulement les discours des dirigeants, mais quand on regarde surtout ce que disent les militants, eh bien, ils ne disent pas du tout la même chose. Donc, je crois qu'il est absurde de les renvoyer dans le même camp. Par ailleurs, je fais partie des gens qui ont critiqué la stratégie populiste de gauche. Pourquoi? Parce que la stratégie populiste de gauche est fondée sur l'idée, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de montrer, que il y aurait ce que Chantal Mouffe appelle un noyau démocratique commun à ce qu'elle appelle le populisme de droite et qu'elle refuse d'appeler l'extrême droite, et à la gauche dans sa stratégie populiste. Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait un noyau démocratique dans les revendications d'extrême droite. Je crois que les revendications d'extrême droite, elles doivent être pensées contre la démocratie. Alors ce qui vient compliquer les choses pour tout le monde, c'est qu'en face on a quoi? On a Macron qui nous explique que lui c'est le libéralisme contre l'illibéralisme de Orban, de Salvini et des autres. Et donc on est un peu sommé de choisir, est-ce qu'on va être du côté de Macron ou est-ce qu'on va être contre Macron? C'est ça la difficulté. Et évidemment, on ne peut pas être pour Macron, on est obligé d'être contre Macron. Et en particulier, on est obligé d'être solidaire des Gilets jaunes lorsqu'ils sont victimes de violences policières. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, c'est que on voit bien que la posture de Macron alimente une opposition, à mes yeux, réductrice entre les élites et le peuple. Comment y résister? Eh bien, à mon sens, ce n'est pas simplement en prenant le parti du peuple, mais en s'interrogeant sur quel peuple.
Je crois qu'il est important de ne pas considérer le peuple comme une masse indistincte. Il y a des idéologies différentes et il est important de reconnaître le peuple comme un sujet politique, non pas avec une sorte de posture bienveillante qui frise la condescendance et qui revient à dire « le peuple a toujours raison », mais de dire « il y a des peuples avec lesquels je suis d'accord et il y a des peuples avec lesquels je suis en désaccord politiquement ». Alors justement, les Gilets jaunes, parmi les revendications des Gilets jaunes, au-delà de la question sociale, il y a aussi la question démocratique. Le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, apparaît comme étant une mesure phare. Vous en dites quoi? Ça participe du rejet de la représentation. Donc à ce titre, je regarde ça avec une certaine prudence. En même temps, bien entendu, demander leur avis aux gens, pourquoi pas? Il se trouve que l'expérience suisse me paraît peu encourageante. C'est-à-dire qu'on peut avoir des référendums sur les minarets. Bien entendu, on ne va pas dire que le peuple systématiquement va choisir les mauvaises causes, qu'il va systématiquement aller contre le mariage pour tous. Moi, je fais partie des gens qui, au contraire, ont souligné combien, pour le mariage pour tous, eh bien, les élites étaient en retard sur l'opinion publique. Que, à bien des égards, l'idée qu'il y aurait des élites éclairées qui mèneraient le peuple était contredite par l'expérience du mariage pour tous. Donc je ne veux pas dire que le peuple se trompe. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui se mobilisent au nom du peuple, eh bien, ils sont plus ou moins actifs. Et ce que nous voyons en ce moment, un peu partout dans le monde, c'est que les gens qui se mobilisent au nom d'un peuple d'extrême droite, ils sont très actifs. Et que, par exemple, c'est ce qui se passe aux États-Unis quand, au niveau local, eh bien, des mobilisations permettent de changer les programmes scolaires pour faire place à une vision religieuse à côté de la vision darwinienne scientifique. Ça veut dire que ce n'est pas le peuple, c'est les gens qui se mobilisent. Il se trouve que nous sommes à un moment historique où, très souvent, les gens qui se mobilisent et qui prétendent être la majorité silencieuse, ce sont des minorités bruyantes et que, pour une part, ce sont des minorités d'extrême droite. Un mot quand même sur la violence policière, vous en avez parlé il y a quelques instants. Le mouvement des Gilets jaunes fait l'objet d'une répression policière sans précédent. Vous diriez qu'Emmanuel Macron, à travers cette réponse par le tout répressif, met en danger la République, la démocratie? Ça fait des années que beaucoup de gens, et à juste titre, dénoncent les violences policières. Donc c'est sans précédent, mais quand même, ça a été précédé de beaucoup de violences policières. C'est l'ampleur qui est sans précédent. Et c'est le caractère très public, très ouvert. Parce que les violences policières dans les banlieues, on connaît depuis longtemps, il y en a beaucoup. Simplement, on ne les voit pas beaucoup et on n'en parle pas beaucoup. Ensuite, on a commencé à parler beaucoup plus des violences policières lorsqu'il y a eu, en particulier, les violences contre les manifestants au moment de la loi travail. Et d'autres mobilisations, bien sûr. Notre-Dame-des-Landes, etc. Donc, ce qu'on a vu, c'est que le fait que nous avons pendant très longtemps laissé faire, eh bien, ça mène à une banalisation, ou pour reprendre un terme qui a été utilisé sur un graffiti et qui était repris par David Dufresne récemment, une bénalisation des violences policières. Si on songe à ce qui s'est passé justement avec Benalla, c'est très frappant, parce que Benalla, tout le monde s'est indigné en disant « il n'a pas le droit de faire ça parce qu'il n'est pas policier ». Ça semblait suggérer que s'il était policier, il avait le droit de le faire. Autrement dit, on a fini par trouver normal que les policiers tapent les gens. Je crois que là, il y a quelque chose effectivement de très grave. Le fait qu'on ait un défenseur des droits qui n'arrête pas de protester depuis des années contre l'utilisation des flashballs et que ça ne change rien, veut dire qu'une des institutions majeures de la République peut bien crier, s'époumoner tant qu'elle veut, ça ne change rien. Oui, c'est très dangereux pour la République. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a quelques cas qui sont malheureusement significatifs. Lorsqu'on voit un documentariste qui couvre des guerres et qui est pour la première fois blessé en couvrant les Gilets jaunes, eh bien on se dit, il y a là quelque chose qui ne va pas. Lorsque on a aujourd'hui un collègue universitaire turc qui est en France et qui vient d'y arriver depuis quelques mois dans le programme PAUSE, c'est-à-dire ce programme qui protège les universitaires en exil, et qu'il est grièvement blessé il y a une semaine dans une manifestation pour les Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il a réussi à échapper à la Turquie, mais qu'il a du mal à échapper à la France.
Je crois que tout cela nous dit quelque chose sur cette opposition complètement factice que nous propose Emmanuel Macron entre démocratie libérale et démocratie illibérale. Aujourd'hui, cette opposition rhétorique, elle est non seulement fausse, mais elle est désastreuse, parce que ça veut dire que dès qu'on dit qu'effectivement il faudrait défendre une démocratie libérale, c'est-à-dire des droits, effectivement il faudrait que le défenseur des droits puisse se faire entendre au moment où il dénonce les violences policières. Eh bien, on n'est plus crédible. Il y a non seulement une disqualification de la parole du président de la République, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il y a une disqualification du vocabulaire qu'il utilise, celui de la République, celui de la démocratie, celui des droits, etc. Je crois que c'est très inquiétant. Moi, ça fait un certain nombre d'années que j'écris sur ce que j'appelle la démocratie précaire. Eh bien, je crois que la démocratie n'en finit pas de se précariser et que ceux qui se prétendent les défenseurs de la démocratie libérale, comme Emmanuel Macron, en sont les fossoyeurs. J'ai une dernière question, Éric Fassin. Justement, parmi les réponses du président de la République à la réponse répressive et sécuritaire, il y a aussi ce grand débat qui a été lancé, qui est lancé aujourd'hui à travers cette grande lettre qu'il a rédigée. À quoi il joue, Emmanuel Macron? Vous pensez que ce débat peut aboutir à quelque chose? Je ne pense pas que le but soit d'arriver à quelque chose. Une des questions qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure ce président de la République souhaite-t-il alimenter cette crise pour apparaître comme le rempart contre le chaos? En tout cas, on ne peut pas croire qu'organiser des débats comme celui-là va changer grand-chose. Après tout, demander aux gens s'ils préfèrent qu'on coupe les dépenses dans tel ministère ou dans tel autre ne répond pas du tout à ce qui est en train de se passer dans la société. Et introduire un débat sur l'intégration des immigrés et sur la laïcité, eh bien, c'est renouer avec Nicolas Sarkozy. Je ne suis pas sûr que ce soit suffisant pour changer quoi que ce soit. Donc, en réalité, ce que tout le monde en retient, c'est que ça va occuper l'attention pendant 2 jours. Et donc, ça veut dire que la parole publique n'a plus aucune importance. Donc, bien entendu, ça renforce la colère des Gilets jaunes, mais ça renforce aussi et surtout le fait qu'ils ne croient pas et que de moins en moins de gens croient à la représentation politique. Qui, aujourd'hui, peut être certain que dans la prochaine élection présidentielle, voter Macron contre Marine Le Pen, ce sera voter pour la démocratie? C'est bien ça le problème aujourd'hui. Quels arguments va-t-on trouver pour essayer de s'opposer au Front National quand on a l'impression que finalement, en matière d'immigration, en matière de violence policière et en matière économique, finalement, les différences ne sont pas si grandes. Merci beaucoup, Éric Fassin. Merci à vous, Pierre Jacquemin.